Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Comment mettre en place une culture d'alerte efficace qui met fin aux risques liés aux usages de drogue, alcool, cannabis et certains médicaments, et cela grâce à des outils concrets. C'est l'ambition de ma nouvelle invitée, Béatrice Modena, qui est experte dans la prévention des addictions en entreprise. Elle nous explique aussi comment réagir face à des situations auxquelles nous les préventeurs sommes parfois démunis. Bon épisode! Bonjour Béatrice Modena, bienvenue dans le podcast. Oui, bonjour. Très content de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet que je connais peu, qui est le sujet des addictions. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire justement ce que vous faites ? Alors, tout d'abord, je vais quand même raconter un petit peu mon passé, parce qu'il a son importance. Je suis docteur en pharmacie. J'ai eu une longue expérience dans les laboratoires pharmaceutiques, mais je les ai quittés il y a une dizaine d'années. Et en fait, je suis rentrée dans une association qui s'occupait de la prévention des addictions. Donc, j'ai une expérience d'une dizaine d'années, depuis 2010. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, donc Addiction et Entreprise, depuis 1 an. L'expérience quand même que j'ai acquise dans cette association, je vais l'utiliser parce qu'elle a été à la fois scolaire et dans les entreprises. En tout cas, quand c'était scolaire, c'était en lycée professionnel, en centre de formation des apprentis, c'est-à-dire déjà très proche du monde du travail. Et j'ai mis en place un site internet qu'on peut voir, Addiction et Entreprise, un profil LinkedIn sur lequel on peut me rencontrer si on le souhaite. Et aussi, cette année, en plus de mon expérience, longue expérience d'animatrice, j'ai souhaité approfondir et je suis désormais formatrice, puisque j'ai fait aussi un approfondissement en matière d'ingénierie pédagogique, ce qui me permet, je dirais, d'être le plus à même de répondre à la demande des clients. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, peut-être que vous pourrez nous parler plus précisément de Addiction et Entreprise, ce que vous faites alors depuis plus d'1 an, et surtout à qui ça s'adresse, enfin en termes d'entreprise et du coup de clients pour vous. Alors, écoutez, on va commencer par le client, parce que finalement, c'est une excellente question. Les clients, très souvent, sont les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises sont vraiment très soucieuses du sujet. En revanche, j'aimerais beaucoup élargir aux PME, et c'est là que le bât blesse. C'est beaucoup plus difficile de les convaincre de rentrer sur le sujet. Alors, si on parle par contre des fonctions que je contacte dans les entreprises, bien sûr qu'il y a les préventeurs, les DRH, ça peut être aussi les CSE, j'en parlerai tout à l'heure, je développe aussi par cette entrée dans l'entreprise, mais en fait, on se rendra compte au fur et à mesure du développement de ma mission que ça concerne tout le monde. Parce qu'en fait, ce que je fais, alors je vais vous donner en fait l'intitulé de ma fonction, parce que il résume vraiment les choses. Je suis à la fois consultante, formatrice, donc dans ce domaine de la prévention. Alors, je dirais plus prévention des addictions, je dirais plutôt prévention des risques professionnels qui sont liés justement aux usages. Alors, on dit psychotrope dans mon jargon, on dit aussi drogue, mais bien entendu, il faut absolument inclure dedans l'alcool, aussi certains médicaments qui sont bien entendu concernés. Voilà, donc ça, c'est d'une façon globale. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? En fait, j'apporte un soutien à l'employeur, un soutien au cadre, un soutien aussi aux collaborateurs, donc face à ces risques, en mettant en place des outils pratiques afin d'augmenter la confiance dans l'entreprise. C'est très clair que si on veut dialoguer avec quelqu'un qui consomme de l'alcool ou tout autre produit, il faut un minimum de confiance. Il faut aussi savoir l'orienter. Ça me semble tout à fait essentiel. Et au bout du compte, l'orientation, c'est vers le service de santé au travail avec lequel il est pertinent de pouvoir collaborer.
Et je dirais qu'au bout du compte, on discute beaucoup de bien-être au travail, parce que cette confiance, bien sûr, c'est associé. Donc, quand j'ai mis en place, du point de vue consulting, hein, du point de vue du conseil, tous ces éléments qui augmentent la confiance, après, je fais les formations sur la base de, par exemple, si on a mis en place une procédure de confidentialité, bah, il est pertinent que chacun en ait connaissance. Euh, et puis, j'ai aussi un autre cheval de bataille, si je tire encore un autre point de vue, c'est je peux aller former les services de santé au travail à mettre en place justement cette prévention dans les entreprises. Donc, vous voyez, j'apporte par tous les angles, le CSE, l'employeur, bien sûr, et puis les services de santé au travail. Et j'ai envie de dire, si je résumais ma mission, j'ai envie de dire, je suis un peu comme un assureur. C'est-à-dire que je donne à l'employeur les moyens de se garantir en cas de souci, en espérant qu'il n'aura jamais besoin d'en user, ou alors, bien entendu, de faire face à un problème qu'il a repéré, qui est déjà existant. Voilà, est-ce que ça vous... C'est très bien. Et du coup, ça amène forcément pas mal de questions. Euh, Finalement, enfin, mais j'ai peur qu'on soit peut-être allé un peu vite. Est-ce que pour resituer un peu le sujet du podcast, vous pourrez nous dire ce qu'est qu'est-ce qu'une pratique addictive et finalement pourquoi c'est aussi difficile de la prévenir en entreprise? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors en fait, vous dites pratique addictive, hein, parce que c'est ce qu'on utilise comme vocabulaire, mais j'ai envie de dire, je parlerai plutôt de mes usages. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on dit pratique addictive, on sous-entend addiction, et ce qui sous-entend addiction sous-entend dépendance. Tiens, par exemple, dans l'alcoolisme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus arrêter sa substance. Or, moi, je parle de mes usages. Mes usages, pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, qui est très sensible à l'alcool, mais qui n'a absolument pas l'habitude d'en prendre, mais qui va, par exemple, pour s'intégrer dans le groupe, va se sentir obligé de jouer le jeu d'en prendre comme les autres, ou par exemple, lors d'un pot, il n'y a pas de jus de fruits, bon, allez, faut bien que tu prennes affaire avec nous. Eh bien, la personne peut être tout à fait incapable de reprendre le travail ensuite, être sensible à l'alcool. Donc, en fait, on ne parle pas que addiction. Donc, ça, c'était vraiment une très bonne question de votre part. Est-ce que vous pouvez me rappeler le deuxième volet de votre question? Et du coup, alors le deuxième volet, donc vous l'avez précisé, le mésusage. Mais pourquoi c'est aussi difficile en entreprise de prévenir les risques qui sont afférents à ces Ah, pratiques? alors, c'est difficile parce que, à vrai dire, c'est un sujet tabou. C'est vrai que vraiment l'usage de drogue, hein, et j'inclus toujours l'alcool, hein, n'oublions jamais, c'est associé à la honte, c'est associé, et puis en plus, je dirais, et quelque part, tout le monde s'y retrouve sans s'y retrouver. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes en France, en tout cas, consomment de l'alcool, et en même temps, elles sont de l'autre côté par rapport à celui qui est déjà dans l'addiction. Donc les choses aussi sont floues. Ça, c'est intégré dans notre culture. Pour le cannabis, en principe, c'est pas intégré dans notre culture, mais pourtant c'est de plus en plus vrai. On voit énormément de jeunes qui sont maintenant consommateurs et qui arrivent dans les entreprises avec le cannabis. Alors le cannabis, je dirais, le problème supplémentaire, c'est qu'il est illicite. Donc, allez raconter à votre supérieur hiérarchique que vous consommez une drogue illicite, eh bien, ma foi, ça va poser beaucoup de soucis. D'accord? Donc, voilà, tous ces éléments font que, et puis je dirais, alors, résultant de tout ce que je viens de vous raconter, la grosse difficulté, c'est le silence. C'est-à-dire que, vous savez, moi, quand je contacte un client, bien sûr, je contacte les décisionnaires. Je vais pas avoir, a priori, je vais pas avoir la possibilité de contacter le cadre de proximité qui, lui, est peut-être au courant. D'accord? Donc, je vais contacter les décisionnaires. Mais les décisionnaires, eux, ils sont pas au courant. C'est-à-dire que les collègues cachent parce que j'ai peur d'être dans la dénonciation. Le cadre, il sait pas comment il va gérer ça.
On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va faire le tour de la boîte? Est-ce que c'est le licenciement dans le quart de seconde? Et puis, quand même, on est très discriminé si on est consommateur. Enfin, voilà, vous voyez, là, je vous ai toute une série de problèmes Mhm. qui font que, oui, c'est très difficile d'aborder la prévention en entreprise. Ah ouais. Mais alors justement, ça paraît compliqué pour pas dire plus parce que vous l'avez dit, c'est multifactoriel. Les freins qui peuvent être sur ce risque. Et comment vous agissez vous en termes de méthodologie pour aider une entreprise qui fait appel à vos services? Alors, j'ai envie de dire, avant même votre question, moi, ma première difficulté, c'est déjà qu'un client veuille bien aborder le sujet, d'accord? Mais Mhm. bon, là, vous m'avez posé la question du cas du client qui a déjà accepté d'aborder le sujet. Alors, pour lui, c'est compliqué, parce que déjà, en général, il y a une vision médicale dans la prévention des addictions. Or, très clairement, c'est jamais le cœur de métier de l'employeur de s'occuper du côté médical. D'accord? Donc, déjà, il y a ça qui bloque. C'est-à-dire, souvent, on dit, ah oui, alors vous allez nous dire, hein, quels sont les signes? Bien entendu, un employeur ne doit surtout pas devenir un médecin. Donc, je dis non, non, c'est pas votre cœur de métier, c'est pas à vous. Vous, c'est d'orienter. D'accord? Donc, euh, voilà je dirais ma principale réponse à votre question. Mhm. D'orienter. Et moi, c'est en tant que préventeur, quelque chose qui m'interroge. C'est finalement pourquoi nous aussi, on se sent pas mal démunis, alors que notre métier, c'est quand même la prévention des risques. Pourquoi on se sent démunis et pourquoi on a du mal à agir sur les addictions, ou en tout cas, peut-être même à les détecter, et du coup, après, à être efficace ou en tout cas à être pertinent dans notre prévention sur ce domaine-là. Ouais, alors la difficulté à détecter, déjà, c'est le déni de la personne elle-même. Parce que la personne elle-même se sent en faute, donc elle va pas en parler facilement. Après, si l'entourage n'a pas des outils et ne dispose pas justement des prestations que je propose, il va difficilement en parler. Il a peur d'être dans la dénonciation, ou il sait pas quoi faire, il sait pas ce qui va se passer. Donc, tout le monde est dans le flou. Donc, ça marche pas. Et quand le préventeur arrive là-dessus, en général, il fait face à une situation de silence. Ou sinon, si la situation a explosé, et là, si j'ose dire, il n'est plus dans la prévention, si la situation a explosé, en général, on envoie la personne comme un boomerang au service de santé au travail pour que le médecin la convainque d'arrêter. Ce Mhm. qui, je dois dire, ne fonctionne pas non plus. D'accord? Donc, le préventeur, là, a beaucoup de mal à se situer dans tout ça, entre le tabou, entre la vision médicale, le déni de la personne elle-même, le déni de l'entourage, ensuite la direction qui n'est pas au courant ou qui n'a pas envie de voir parce que ça porte atteinte éventuellement à son image de marque. D'accord? Donc, on va sous-estimer complètement le sujet. Moi, je peux vous dire, par exemple, on sait aujourd'hui que 20% environ des accidents de travail sont liés à l'usage d'alcool. D'accord? Alors, par contre, le pourcentage lié au cannabis, à la cocaïne, qui est en pleine augmentation, ça, on les a pas. Donc, Mhm. vous voyez que, donc, il y a une sous-estimation totale. Et puis, finalement, on a tendance à considérer en entreprise que c'est différent d'ailleurs dans la société. Mais ah non, c'est tout à fait semblable, même plus. Il y a de Et, plus et, en plus de jeux. et quand vous Oui. dites que les 20% d'accidents sont liés à l'alcool, c'est-à-dire que c'est le facteur majeur ou c'est juste que c'est un des facteurs de ces accidents? Alors, je n'ai pas eu vraiment la précision dans les statistiques, mais je pense que oui, c'est un élément majeur, tout à fait. Euh, et c'est vrai que là, le préventeur pourrait intervenir en expliquant, par exemple, que à minima, il faut avoir une procédure d'urgence. C'est-à-dire, si quelqu'un est sous l'emprise d'une substance, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être Mhm. de l'héroïne, enfin n'importe quoi. D'ailleurs, en général, on ne sait pas. Il faut au moins savoir quoi faire. Il faut. Est-ce que j'emmène la personne chez elle? Je vous dis tout de suite, non, surtout pas. Parce que si elle tombe dans le coma dans votre voiture, vous êtes très mal, d'accord? Mais si est-ce que j'appelle les pompiers? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que si le chef est pas là, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, il faut connaître aussi tout le contexte juridique. Hein, je l'ai pas abordé jusqu'à présent.
mais le côté juridique est très peu connu. Il faut vraiment être spécialiste du sujet pour bien l'appréhender. Et ça fait partie des éléments, bien sûr, que j'apporte. D'accord. Et justement, dans votre activité, est-ce qu'il y a ben voilà, en préparation, j'ai qualifié de constats, mais je ne sais pas si c'est le terme, des constats qui sont récurrents dans les entreprises que vous accompagnez, justement sur les situations addictives, des choses que vous retrouvez souvent ben voilà, qui vous alarment sur la situation dans nos entreprises. Euh, Écoutez, ce que je trouve souvent aujourd'hui, c'est une envie de faire du dépistage à tout crin. Et ça, c'est très problématique parce que c'est ressenti comme du flicage. Et en plus, l'inconvénient, je dirais, du dépistage, il y en a deux. D'une part, c'est pas fiable. On peut avoir des faux positifs. Donc, vous imaginez, là, on est en train de discriminer quelqu'un qui n'a pas consommé. Et puis, par ailleurs, le dépistage, c'est ressenti comme un contrôle et ce n'est que temporaire. C'est-à-dire, c'est valable à l'instant T. À l'instant T plus un. Si la personne a emmené sa bouteille d'évian remplie de rhum, bah, ma foi, on maîtrise pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, il y a souvent cette volonté de dépistage, mais en conflit. Alors là, dans le dialogue social avec le CSE, donc c'est très mal. Il faut vraiment amener ça avec beaucoup de précautions. Bon, j'ai pas le droit de mentionner ici de société. Non, Il y a non, une bien sûr, bien société sûr. il y a une société dans le BTP qui s'est très bien débrouillée avec ça, mais elle a mis 3 ans à introduire le dépistage. Donc c'est pas j'arrive avec mes tests et je distribue et ça y est, je contrôle tout le monde. Donc voilà, c'est souvent cette situation-là à laquelle on a affaire. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que beaucoup d'entreprises sont à considérer que le salarié est responsable de son usage. Alors moi, j'ai envie de dire non, pas tout le temps. Oui, bien sûr, si par exemple il est en train de divorcer, il s'est mis je sais pas, moi, à prendre des anxiolytiques à haute dose, des antidépresseurs, etc., des somnifères, bon, d'accord. C'est lié à une situation personnelle, bon, qui a une influence sur le travail. Mais il faut aussi prendre en compte le travail. Il y a de plus en plus de gens, hélas, qui consomment du fait du travail. Hein, je dirais les principaux motifs, c'est soit pour s'anesthésier par rapport à une douleur, qu'elle soit psychique ou physique, soit c'est pour s'intégrer. Hein, c'est vrai que dans certains milieux, par exemple la restauration, c'est connu. Eux, si on ne consomme pas, on est considéré comme on n'est pas assez performant, on est mal vu. Enfin, c'est pas, je dis pas tous les restaurants, mais c'est vraiment un secteur où la consommation fait partie pratiquement du métier. D'accord, c'est une Mhm. culture de métier. Il y a aussi le besoin de récupérer et aussi se doper pour faire face aux objectifs. Or, vraiment, ça serait intéressant aussi que l'entreprise prenne en compte ce versant-là sans culpabiliser. Parce que finalement, moi je dis toujours, ma foi, quand c'est lié au travail, là vous pouvez agir. Quand c'est lié à un divorce ou une affaire personnelle, C'est compliqué, ouais. oui, à part être bienveillant, on peut pas faire grand-chose. Quand c'est lié au travail, finalement, on peut discuter, on peut aménager les choses. Très bien. Et justement, par rapport à ces situations que vous retrouvez, est-ce que vous avez des exemples d'outils, mais vraiment ce que je voulais insister sur la partie pratique de ces outils que vous mettez en place ou en tout cas que vous préconisez pour en tout cas démarrer une démarche de prévention? Alors, souvent, ce par quoi l'entreprise est intéressée, c'est la formation des cadres. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que il faut au moins les former, alors je dirais pas la législation, mais les former à la mise en pratique de la législation. Moi, je le fais via de la jurisprudence. Il faut aussi les amener à comprendre les raisons pour lesquelles on consomme, notamment les raisons au travail. Parce que là, on est beaucoup plus ouvert au dialogue. Il faut qu'ils soient capables de gérer une urgence. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, il y a une chose qui m'est vraiment spécifique dans mon abord de la prévention, c'est comment on aborde le dialogue avec quelqu'un qui utilise une drogue au travail. Comment on fait? Ça, c'est très important. Alors, je le fais en travaillant sur quels sont les freins, quels sont les leviers du côté de celui qui est usagé, du côté de celui qui discute avec lui, par exemple le cadre. Ensuite, quelle structure de dialogue? Parce que c'est sûr, on l'aborde surtout pas en disant, tu sais, j'ai vu tes joints
dans ton sac. Alors là, on est dans l'accusation. Là, je dirais, on a tout de suite manqué son dialogue. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément important. Donc ça, c'est l'outil qui permet au moins de démarrer cette prévention. Alors, donc, formation des cadres avec tous les contenus que je vous ai décrits. Sinon, il y a aussi, après, moi, je trouve très logique d'enchaîner avec des comités de pilotage pour que je puisse évaluer le fonctionnement de l'entreprise, voir quels sont ses freins et leviers pour la mise en place de cette prévention, et puis mettre en place des groupes de travail. Alors, ça peut être là. Alors, je vais vous dire, il y a une autre chose aussi vraiment qui m'est particulière, c'est-à-dire que en tant que prestataire, je me refuse à fournir à une entreprise les solutions. Parce que je leur dis, si magnifique que vous les trouviez, vous ne les appliquerez pas, vous les mettrez dans un tiroir de votre bureau. Donc moi, c'est toujours, je suis là pour accompagner l'entreprise pour trouver des solutions qui sont adaptées à son fonctionnement. Donc, je mets en place des groupes de travail que j'anime, au cours desquels je fais part de mon expérience quand ils prennent telle ou telle décision interne, disant, bon, voilà, vous allez plutôt avoir tel avantage ou tel inconvénient. Donc, je les drive tout du long. Ça peut être sur la procédure de confidentialité, ça peut être sur comment on va faire le dépistage, qui le fait, ça peut être sur une charte, ça peut être ajuster le règlement intérieur, ça peut être comment on oriente le salarié, comment on gère l'urgence. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de sujets vraiment à aborder. Et une fois que tout ça est établi, là, c'est vrai que pour moi, c'est logique ensuite de faire les formations. On forme les collaborateurs sur qu'est-ce que je fais en cas d'urgence, comment je dialogue. On forme les cadres sur la mise en place la législation, le dialogue, la compréhension, on forme les RH, on forme les représentants du personnel aussi parce que ce sont vraiment des interlocuteurs importants vers lesquels les usagers peuvent s'adresser. Bah, vous voyez, c'est vraiment... Ouais, c'est intéressant parce que ça c'est vraiment assez proche de notre approche, on va dire en prévention que je dirais classique, c'est que Ouais. de proposer des choix, mais que les décideurs les fassent justement prennent ces décisions-là et pas que, enfin pour justement eux qu'ils incarnent et qu'ils prennent cette action à leur charge, pas que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur et qu'après qui sera pas appliqué parce que c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui finisse au rebut par la suite, quoi. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je propose même, quand c'est utile, hein, quand je vois que mon interlocuteur a du mal à faire prendre la décision, moi, je propose des sensibilisations gratuites auprès des décisionnaires pour qu'ils comprennent qu'il faut au moins qu'ils impulsent une politique de prévention. Là, je suis d'accord avec vous, hein. Mhm. Bah, très bien, merci de votre partage. Et on va continuer du coup sur des aspects plus peut-être terre à terre. Mais et comment ça se passe finalement votre activité? Vous, euh, comment vous organisez justement pour travailler avec une entreprise, pour être au quotidien dans l'accompagnement ou dans les choses comme ça? Alors, au quotidien, et j'ai envie de dire, c'est même avant l'entreprise. Ah, déjà, c'est la prospection, hein, comme vous avez pu comprendre. Le besoin n'existe pas la plupart du temps, donc il faut arriver à faire comprendre qu'il existe et que Mhm. c'est très important de se protéger en la matière. Après, bien sûr, je fais des formations du client, des animations, des rendez-vous commerciaux. Je fais des posts sur LinkedIn. En fait, mon métier est quelque chose de très, très polyvalent avec beaucoup de contacts. D'accord. Et, et en fait, ah, c'est l'idée que il y a peut-être enfin il y a un besoin, mais que finalement vos prospects, comme on dit, le savent pas encore, quoi. C'est un peu les éduquer à ce besoin-là. Il y a un peu de ça, Mhm. un peu comme l'assureur hein, qui explique que il faut absolument se prémunir contre un risque. Parce que oui, à vrai dire, hein, bon, moi je n'aime pas jouer avec la peur, mais c'est vrai que sur ma thématique, vraiment, je pourrais y aller à fond, expliquer qu'il y a un risque pénal, civil et la faute inexcusable. Par exemple, une fois, un employeur qui n'a pas retiré son salarié qui n'était pas en état de travailler et qui était sous l'emprise de l'alcool, il a eu un accident de travail, il a été handicapé, il a fallu ensuite lui payer un appartement adapté à son handicap.
Vous voyez, donc la responsabilité, elle est considérable et il faut absolument que l'employeur s'en prémunisse, mais aussi l'ensemble du personnel, hein, parce que, par exemple, il y a eu j'aime bien donner des exemples si ça vous va, mais il y a un gardien qui a laissé partir son PDG, qui a ouvert le portail, et ce PDG était complètement en état d'ébriété. Il a expliqué qu'il l'avait bien vu, il avait essayé de le retenir. Mais bon, le PDG lui a dit, écoute, voilà, tu vas pas me retenir, je suis ton chef. Et il est parti, il a eu un accident très grave, il a tué des gens. Eh bien, il faut savoir que le gardien a été condamné pour homicide involontaire parce que mise en danger d'autrui, bah, il y a eu des gens tués. Et puis, non-assistance à la personne en danger, le PDG avait toutes les chances de se tuer en partant. Donc, en fait, vraiment, il y a une responsabilité qui concerne absolument tout le monde dans l'entreprise. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que enfin, c'est un levier, comme vous disiez, de la peur, mais pour autant, il y a des conséquences qu'on ne perçoit pas dans le fait Oui. de ne pas intervenir, en fait. Et... Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Bah, déjà, il y a le silence qui masque tout. Et puis, on pense que voilà, c'est pas prioritaire. Et on se rend pas compte qu'en fait, quand on travaille sur la prévention, on augmente sa performance. Hein. Il y a des études qui ont prouvé que quand on fait de la prévention, là, je ne sais pas rien en tant que préventeur, mais on augmente très clairement la performance de l'entreprise. Hein. Alors là, complètement, vous prêchez un convaincu. Là, c'est pas, il n'y a pas de souci. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Finalement, vous étiez, enfin, vous êtes toujours docteur en pharmacie et vous avez expliqué votre parcours, mais pour autant, pourquoi la prévention des addictions en particulier et pourquoi ce choix de carrière après avoir eu finalement une carrière plus classique, si je puis dire? Euh, Écoutez, en fait, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique pour des raisons d'éthique. Voilà. Je dis pas toute l'industrie, hein, mais certains laboratoires pharmaceutiques vous demandent de vous compromettre, et ça, je ne l'ai pas accepté. Donc, c'est sûr, j'ai décidé, moi, en ce temps, que je voulais faire une activité qui était vraiment en accord avec mon éthique. Et alors, c'est tout à fait le cas avec la prévention des addictions. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est beaucoup de contacts humains, avec des contacts à tous les niveaux. Hein, de catégories socio-professionnelles. C'est un métier très complet. On fait à la fois du conseil, on fait de l'animation. L'animation, la formation, c'est vraiment ma passion. Je dirais, j'aime ça, et c'est vrai que souvent mes stagiaires sont contents au moins de ce point de vue-là, parce que bah, quand on est passionné, on le fait bien. Et puis en plus, j'aime beaucoup le droit. À la fin de mes études de pharmacie, j'avais fait un DESS en droit de la santé. Donc j'ai ça aussi dans l'esprit. Donc je dirais c'est vraiment c'est compatible avec et mon expérience passée dans l'industrie pharmaceutique, avec mes compétences scientifiques et juridiques, surtout juridiques, je les utilise beaucoup, et puis mes passions. Voilà. Et donc, ouais, vous avez réussi enfin, justement, à retrouver quelque chose de, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais plus humain et qui justement est plus en accord avec, avec vos valeurs. Oui, tout à fait. Tout Ça, à fait. je le note parce que c'est quand même quelque chose que je vois beaucoup chez les préventeurs. C'est quand même beaucoup en lien, enfin, pour trouver du sens dans ce qu'on fait, il faut forcément que ce soit en accord avec nos valeurs. Et la prévention réunit beaucoup cet aspect-là. Et je sens que quand je trouve des préventeurs ou des gens liés à la prévention qui sont passionnés, c'est toujours parce qu'ils sont alignés sur ces deux aspects. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça très, très intéressant, du coup, que vous, même d'un milieu complètement différent, vous ayez pu retrouver cet aspect-là. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, vous savez, les chemins, les chemins sont toujours, on ne les devine pas. Vous voyez, je suis partie du scientifique, et puis là, bon, là, honnêtement, je fais plus de scientifique. Hein, je fais Mhm. du droit, je fais de la formation, de l'animation, du conseil. Mais bon, c'est un peu normal. Hein, quand on est jeune, on fait des choix, on n'est pas encore bien défini, puis peu à peu, on se définit de plus en plus. Hein. Mhm. C'est tout à fait vrai.
Et je me demandais si justement, là, vous faites des choses différentes de ce que vous faisiez initialement, mais est-ce que pour autant, justement, dans vos pratiques, vous continuez d'innover ou vous continuez bah voilà, peut-être dans vos recherches, de trouver des choses qui sont bah, différentes ou des approches qui sont plus novatrices? Oui, oui, tout à fait. Ben, et il y a une chose que je n'ai pas évoquée, c'est que, alors j'aime bien les contacts, mais c'est pas qu'avec les entreprises, c'est aussi moi des partenariats que j'aime bien nouer. Et là, en ce moment, je suis en train de démarrer un partenariat avec quelqu'un qui est spécialiste du dialogue social. Et c'est vrai que on s'est dit, surtout avec le dépistage qui va devenir de plus en plus obligatoire pour des raisons tout simplement juridiques, qu'il faut absolument que l'employeur soit à l'aise pour proposer cette partie de la prévention, notamment lors du dialogue social. Et donc voilà, je suis en train de m'associer avec quelqu'un qui dit ah oui tiens, on pourrait vraiment faciliter le dialogue social pour l'employeur et lui donner comme exemple la prévention des addictions avec le dépistage. Hein. Là, je dois dire, c'est un cas tout à fait pertinent et qui pose souci. Autrement aussi, c'est tout à fait intéressant le fait que j'aille vers les CSE. Au début, Mhm. bon, je pensais aller que vers l'employeur, et puis j'ai eu des contacts avec un CSE, voilà, très très important au niveau national, et on a réfléchi et on s'est dit que effectivement, je pouvais proposer comme formation à leurs salariés, donc là, sans passer par les cadres, ni l'employeur, ni les ressources humaines, mais de proposer mais comment je me débrouille avec quelqu'un qui consomme. Parce que souvent, vous voyez, ça peut avoir des conséquences sur la sécurité. Je sais pas, par exemple, si c'est celui qui tient l'échelle, qui est sous cocaïne, ou enfin voilà, on n'est pas très en sécurité, ou on supplée son travail, donc on est tout le temps en surcharge. Enfin, voilà, c'est important. Et puis là, je développe aussi un partenariat concernant le dépistage, qui pourrait être assez important. Je ne peux pas encore le détailler parce que c'est en cours de négociation. Mhm. Euh, mais bon, il faut savoir que les boîtes qui vendent des tests de dépistage ont beaucoup de difficultés à les vendre parce que, ben voilà, on leur oppose que quand ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça marche pas. Il faut aussi adapter le règlement intérieur. Il faut adapter le document unique d'évaluation des risques. Enfin voilà. Donc donc D'accord. oui, moi j'avance aussi parce que moi j'aime toujours innover. Très bien. Ben justement, on va continuer pardon, sur une partie plus outils et références. Est-ce que vous pourriez nous partager vos ressources qui, pour vous, sont des impératifs pour la prévention des addictions, des types des livres, des sites web ou même des podcasts si vous en avez? Alors j'avais pensé plutôt, alors excusez-moi, j'avais plutôt pensé en ressources quand vous m'aviez posé la question. Je pensais plutôt à qui s'adresser. Alors bien sûr, hein, il y a, si vraiment il y a un organisme de référence, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Hein, on va abréger, on va mettre ça en acronyme, la 1000 DK. Là, vraiment, si on veut avoir des renseignements, ben, il faut regarder le site de la 1000 DK. Sinon, il y a aussi la Fédération Addiction s'intéresse beaucoup, de plus en plus, à l'addiction au travail. Donc, c'est aussi intéressant de voir avec eux. Ils produisent maintenant des choses. Il y a l'ANACT, il y a l'INRS aussi qui propose des choses tout à fait pertinentes dans le domaine. C'est presque, des fois, ce sont même mes concurrents, Mhm. mais c'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'éléments. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas noté de livre particulièrement. Là, je n'en ai pas en tête. Il y a un abrégé d'addictologie. Je vais vous dire, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, très souvent, ce qu'il y a comme livres sont des livres médicaux, c'est-à-dire, ils vont expliquer les effets des drogues. Mhm. Mais, alors, sinon, il y a aussi des gens qui sont très versés sur le sujet au CNAM. Donc, on peut faire. Moi, j'ai suivi des formations en psychologie sociale au CNAM. Ils abordent le sujet, mais vous avez vu, tout ce que je vous ai raconté, c'est un sujet très éclaté, euh, à la fois dans la prévention, à la fois dans les drogues. Il y a l'OFDT aussi, l'organisme français de. Je suis fâchée avec les acronymes. OFDT, organisme français.
Non, c'est Observatoire français de OFDT, je ne retrouve pas, mais vous tapez OFDT sur Internet, alors là, vous avez une mine de renseignements sur exactement comment ça se passe du point de vue des drogues en France, même dans le monde, et aussi du point de vue du travail. D'accord. On a Bah, beaucoup d'informations par ces biais-là. très bien. Bah, du coup, alors comme d'habitude, tous les liens et les références qui sont cités dans l'épisode seront en description. Mais du coup, ce que je me dis aussi, c'est que finalement, s'il n'y a pas d'ouvrage intéressant sur la prédiction sur la prévention des addictions, pardon, en entreprise, peut-être que c'est pour vous, pour bientôt. Faut peut-être y réfléchir. Et Alors, ouais, je ne me permettrai pas de dire qu'il n'y a pas de livre intéressant, mais c'est vrai que pour ma part, je suis plus à assurer ma veille sur des choses qui évoluent sans cesse. Parce que par exemple, là, avec la crise, vous voyez, j'ai suivi un congrès médical. Bah, j'ai appris que d'abord le chemsex, c'est en plein développement, hein, c'est-à-dire la sexualité en prenant des drogues. Bon, que la cocaïne, ceux qui en consomment plus et il y a de nouveaux consommateurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un domaine où moi, enfin, pour ma part, je ne m'arrête pas à un livre. Il n'y a pas un livre qui détaille tout. Parce que même par exemple, si les entreprises voient ce que font d'autres concurrents, eh bien, les uns et les autres, on ne fait pas les mêmes choses. Il y en a qui sont plus orientés sur le médical. Il y en a qui vont plutôt, oui, expliquer les effets des drogues. Mais chacun va faire un peu à sa manière. Il n'y a pas. Par contre, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Alors, c'est surtout chez les jeunes, mais je pense que ça va arriver chez les adultes. On s'est rendu compte que le développement des compétences psychosociales était un facteur important pour une moindre expérimentation et une moindre consommation de drogue chez les jeunes. Et j'ai lu au Canada, hein, au Canada, ils s'intéressent beaucoup au sujet, ça arrive aussi chez les adultes. d'accord. C'est à suivre comme sujet et ça fait partie des impacts, je pense que, bah, une fois de plus, de la crise de la crise sanitaire que l'on n'avait pas du tout anticipé et un nouveau champ, du coup, de la prévention pour demain et pour la prévention d'entreprise. On va continuer sur la partie avenir de la prévention. Comment vous voyez justement évoluer votre métier en tant que consultante spécialisée dans la prévention des addictions d'ici 10 ans? Bah, écoutez, la première chose, j'ai envie de dire, c'est bien pour moi, mais c'est quand même, hélas, pour l'ensemble de la société. Très clairement, on va vers une augmentation des consommations. Et je pense aussi que l'État va légiférer, va rendre licite certaines substances, hein, même s'il décrit aujourd'hui cette intention, mais je pense qu'il va y venir, notamment avec le cannabis. Donc ça, c'est l'avenir. Le chemsex que je viens d'évoquer, j'espère qu'il ne va pas se développer tant que cela, mais j'entendais dire que ça devenait une pratique de plus en plus, hélas, courante. Et puis, il va y avoir un bouleversement avec le télétravail, hein, qui, à mon avis, se développe, mais pas uniquement pendant la crise, hein, pas uniquement pendant le confinement. Donc, ça va modifier les choses avec beaucoup de salariés qui supportent assez mal la solitude. Euh, donc, on va vers des temps difficiles et où, alors là, j'aurais vraiment de quoi apporter, c'est clair. Je pense que la concurrence va augmenter aussi. Mais alors, est-ce qu'on va finir par arriver à quelque chose de standardisé? Là, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, en matière de formation, on va vers de la formation de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Calliope, mais c'est une législation que le gouvernement a mise en place et qui oblige vraiment les formateurs à vraiment faire une évaluation ou à justifier l'ensemble de leurs actions. Donc, on arrive à quelque chose de très avec des compétences réelles, hein. Il n'y a plus de gens formateurs juste parce qu'ils ont l'expérience d'un domaine et puis je me lance formateur.
Là, c'est plus comme ça, donc ça va être beaucoup plus participatif. Je pense les gens vont être mieux formés. Mhm. Et puis, il y a cette augmentation des formations sur les compétences psychosociales. À mon avis, c'est à peu près sûr que ça va arriver dans les 10 ans. Je vois ça. Ouais, c'est intéressant sur les compétences justement psychosociales. Est-ce que, enfin, d'espérer ou en tout cas de voir que ça va être parmi le lot des compétences d'un professionnel, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui était peut-être pas du tout même réfléchi auparavant. Sur une autre, enfin la question que je pose du coup à tous mes invités, c'est qu'est-ce que vous auriez comme conseil du coup pour la jeune Béatrice qui débutait dans le domaine? C'est une question difficile, hein. Ben, j'ai envie de dire, c'est un métier passionnant, mais c'est difficile parce que le besoin est ignoré ou dénié. Euh, et j'ai envie de dire, faut être excellent dans sa prestation, mais aussi dans l'amour du client. Il faut aimer la polyvalence. Et donc, il faut y aller franchement et peut-être aussi acquérir préalablement une expérience dans une association. Moi, c'est mon cas. Je trouve que c'est un support important. Je conseillerais pas à quelqu'un de se lancer comme ça de but en blanc dans ce domaine. Ou peut-être un préventeur qui a exercé, qui a pratiqué, oui. Et puis aussi, alors il faut bien comment dire, développer ses compétences juridiques. Mhm. Euh, Ça, voilà, il faut à la fois beaucoup d'empathie pour le client, savoir s'adapter à son besoin, et puis avoir des compétences solides juridiquement derrière. Et puis après, bah, je dirais savoir naviguer hein, avec l'entreprise, parce que c'est ça la réalité de la prévention. Je pense que c'est pas le cas que dans les addictions, hein. C'est Mhm. dans tous les domaines de la prévention. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, très bien, Béatrice, merci beaucoup de votre participation et surtout de votre partage justement sur un sujet que je pense encore trop peu connu. Est-ce que pour terminer, vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver ou vous contacter tout simplement pour si on veut faire appel à vos services? Oui, alors, comme je m'appelle Béatrice Modena, ça s'écrit très simplement, comme ça se prononce, Modena. On peut me retrouver sur LinkedIn et j'ai mis dessus mon numéro de téléphone, j'ai mis mon adresse mail. Donc vraiment, il y a tous les moyens de me contacter et toute personne qui me contacte sera accueillie avec plaisir. Très bien, bah, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section Notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.